Bonjour chers internautes de Studeco. Donc aujourd'hui nous sommes en présence de Nicolas Maddalena Di Florio qui va donc se présenter à nous et qui va nous parler un peu de ses thèmes de recherche et qui va répondre à quelques questions que nous allons lui poser. Donc premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les internautes de Studeco et quel est votre poste actuel? Bonjour, je m'appelle Nicolas Maddalena Di Florio, je suis enseignant à Aix-Marseille Université. J'ai une particularité, c'est que mon poste est dans le secondaire et j'interviens aussi à l'université dans le cadre de cours ponctuels. J'enseigne à la fois dans le centre d'éthique économique depuis quelques années déjà, et je suis aussi enseignant dans le magistère de journalisme et de communication des organisations, et j'enseigne cette année aussi à la faculté de lettres. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos principaux thèmes de recherche? Alors, j'ai plusieurs grandes thématiques de recherche qui me tiennent à cœur. La première, bien sûr, c'est l'éthique économique et aussi les problématiques d'éthique économique et de droit dans une optique de développement. J'ai beaucoup travaillé en Afrique et j'ai eu l'occasion, par diverses missions professionnelles, de mettre en place les théories que j'avais pu élaborer dans un cadre concret auprès des populations et auprès des instituts qui vont promouvoir justement ces règles de droit. D'accord. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous parler de l'éthique économique? Bien sûr. L'éthique économique, comme je l'explique à mes étudiants, avant tout, c'est un questionnement global sur l'harmonie des échanges entre les individus. L'éthique économique, concrètement, c'est comment arriver, en respectant la nature humaine, à optimiser les relations entre les personnes et à dégager un profit maximal. L'éthique n'est pas, par principe, la recherche du profit à tout prix, mais la recherche d'un profit optimisé en rapport avec les individus qui vont générer ce profit ou qui vont contribuer à sa réalisation. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, vous êtes parti en Afrique. Qu'avez-vous fait là-bas concrètement? Alors, j'ai eu diverses missions en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai été invité par un think tank libéral qui a développé un réseau au travers du monde de spécialistes en éthique économique et en droit, qui a cherché à utiliser les instruments légaux en place pour développer le pays. C'est-à-dire qu'il y a en Côte d'Ivoire plusieurs grands pôles de problèmes, à savoir des problèmes d'ordre juridique. Il y a une instabilité institutionnelle et juridique, mais il y a aussi de graves problèmes économiques que l'on sait, qui sont généraux malheureusement à l'Afrique, à savoir que l'économie ne fonctionne pas, ou très mal, elle ne crée pas de richesse, elle ne crée pas d'emploi, alors même qu'il y a en parallèle un sous-sol extrêmement riche, et que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, par exemple. D'accord. En fait, ça nous amène à la pensée de Hernando Soto, qui parlait d'un principe de propriété, surtout en Afrique, biaisé. Est-ce que vous pensez comme lui, et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, et aussi nous expliquer le principe justement de Hernando Soto? Alors, je pense qu'il avait assez raison, dans le sens où il y a en Afrique francophone un droit foncier, un droit de propriété du sol qui a été apporté au moment de la colonisation. Et ce droit a été réinterprété au moment des indépendances par le biais du droit foncier rural contemporain, sauf que ce droit foncier rural contemporain pourrait fonctionner dans un pays de droit écrit, alors que la Côte d'Ivoire n'est pas ce type de pays. Donc on a d'un côté un système foncier qui fonctionne en théorie, qui est parfaitement cohérent et qui fonctionne en théorie, et de l'autre côté, un environnement social et anthropologique, disons, qui ne lui correspond pas. Prenons un exemple concret. En Côte d'Ivoire, est demandé à la population très régulièrement, sur une période de 5 ans en général, d'aller immatriculer sa terre. Et l'État considère qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, les terres qui ne seront pas immatriculées seront sa propriété. Ça, c'est la théorie. Sauf que dans la pratique, les règles pour pouvoir faire immatriculer sa terre font qu'aucun paysan ivoirien ne peut y prétendre concrètement. D'accord. Actuellement, il y a 1 seul % des terres ivoiriennes qui ont été immatriculées, parce que le droit ne peut pas s'appliquer à la population. Et vous le savez, lorsqu'il n'y a pas de propriété foncière, lorsqu'il n'y a pas de titre foncier clair, on ne peut pas accéder au crédit et on ne peut pas développer son entreprise, on ne peut pas développer sa structure.
Donc priver les gens de la propriété qu'ils occupent coutumièrement, pour certains depuis des siècles, revient à les dépouiller légalement de leurs droits de propriété en mettant en place un système auquel de toute façon ils ne peuvent pas se plier et surtout qui ne peut pas les protéger. D'accord. C'est un pillage légal. Et il y a une contrepartie à ça, qui rejoint ce que dit De Soto, puisque c'était dans son courant de pensée, et c'était aussi dans son univers intellectuel, disons, à savoir que l'État a considéré que les terres qui ne sont pas immatriculées lui appartiennent, ou, si elles ne sont pas encore immatriculées, qu'il a le droit de les concéder à des sociétés extérieures. Et on a ce que les opposants à cette doctrine appellent un néocolonialisme, disons, parce que des régions entières, territoires et populations sont concédées à des groupes d'intérêts privés, qui souvent sont des groupes d'intérêts privés étrangers à la Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. C'est vraiment très clair. Donc, en fait, ça m'amène à une autre question, parce que avec Studeco, on a participé donc, au débat, rafraîchir le débat sur le climat à Marseille, avec Roger Guenry et Olivier Quirion notamment. Et en fait, on avait une question. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que les pays en développement peuvent lutter contre la pauvreté tout en favorisant le développement durable, ou du moins grâce au développement durable? Alors, ça me rappelle une conférence que j'avais donnée à l'invitation d'une université privée à Abidjan, où on m'avait demandé si l'aide publique internationale était utile. Je serais tenté de vous faire la même réponse, à savoir qu'en théorie, oui, c'est indispensable, et ça peut être un vecteur de création, sauf que dans la pratique, c'est complètement impossible. Pour la bonne et simple raison que vous allez verser de l'argent dans un système institutionnel qui repose sur l'absence d'état de droit et sur l'absence de transparence, où il y a une corruption extrêmement importante. Donc vous allez envoyer des milliards pour favoriser les accords de la COP21 notamment, sauf que cet argent-là va, c'est vrai, ravir les dirigeants qui vont le prélever, mais la population ne le verra jamais, et surtout sur le terrain, il n'y aura jamais rien. D'accord. Donc il faut, je crois, bien séparer dans ces cas-là les énoncés de principe, comme essayer d'imposer les droits de l'homme en Afrique, et de l'autre côté, l'absence de contrôle et l'absence de contrepartie. Et c'est ce qui se passe avec l'aide internationale, et c'est sûrement ce qui va se passer avec les mesures financières d'incitation au développement des énergies vertes notamment. On va avoir des millions ou des milliards injectés dans ces économies, mais qui sont des économies poreuses, disons, qui n'ont pas de cadre légal, ou très peu, qui n'ont pas de structure et de dynamique autonome, qui sont sous le joug des États. En Côte d'Ivoire, vous avez encore, en matière agricole, c'est une économie de plan. Économie de plan qu'on trouvait encore en URSS. D'accord, ok. Et qui a disparu partout, sauf dans les anciennes colonies françaises. D'accord. Donc on a comme ça cette espèce de paradoxe. On va injecter des sommes très importantes pour développer ces structures, mais en même temps, sur le terrain, ça ne donnera rien. Et il y a une imposture, si on peut dire, au niveau des produits éthiques aussi en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup travaillé là-bas avec un syndicat de producteurs de café cacao, et on a sur la place une réunion de producteurs qui apportent à la coopérative leur production. Donc on fait un énorme tas de cacao, et puis les entreprises de commerce équitable viennent se servir, et quand elles se sont servies, elles le vendent beaucoup plus cher, mais le prix est le même, payé aux producteurs, pardon, et le reste est vendu à la filière traditionnelle. Et vous allez être rançonné pour aller jusqu'au port. C'est le même cacao. C'est le même cacao, qui est produit dans les mêmes conditions abominables, qui est produit avec le même travail des enfants, avec les mêmes sanctions physiques que l'on applique à ces petits producteurs. Et c'est produit avec la même impossibilité récurrente pour les producteurs de se moderniser, parce que pour se moderniser, il faut accéder à la bancarisation, et surtout, il faut pouvoir prétendre à un emprunt. Mais si vous n'avez pas de droit foncier, vous ne pouvez pas emprunter. Donc on revient toujours au même problème. Et heureusement, la Commission européenne a lancé un appel d'offres, enfin une sorte d'appel d'offres, pour répondre à ce besoin de déploiement de la politique foncière en Côte d'Ivoire. J'y participe par le biais d'un cabinet de conseil qui va participer à l'élaboration d'un projet pour déployer sur le terrain le système d'immatriculation des terres, mais aussi, et surtout, c'est le plus important pour moi, la formation des paysans à leurs droits. D'accord. Du coup, on va finir sur l'éthique. Et est-ce que vous pouvez nous parler du lien
entre éthique et épargne? Alors, la question de l'éthique et de l'épargne est une très vieille question. Et on pourrait même considérer qu'elle a débuté au moment des querelles religieuses où l'Église catholique interdisait à ses membres de pratiquer le taux à intérêt. Elle interdisait de faire travailler son argent dans des approches un peu dangereuses. Et ces approches dangereuses, vous le savez, c'est la base de l'économie moderne. Et il y a eu à partir de là une réflexion profonde sur la place de l'épargne et aussi de l'investissement. Mais aujourd'hui, l'épargne me semble être à l'image de notre société et du rapport que nous avons aussi aux orientations politiques de l'épargne. Vous le savez, le livret A, le plan d'épargne logement, certains PEA en fonction des orientations qu'on leur donne, sont des produits qui financent les systèmes de l'État, qui appartiennent à l'épargne réglementée. Et on a un recul de ces produits parce que les gens n'ont plus confiance et surtout parce que les Français, qui souvent peinent à économiser, ont peu d'argent à placer et vont essayer de le placer sur des moyens de placement qui sont rentables. Avec un livret A à 0,75 ou 0,5%, on ne peut pas considérer qu'il y a rentabilité. Et c'est pour ça que se développe le crowdfunding, notamment le prêt des particuliers aux entreprises, qui fonctionne merveilleusement bien. Quand vous avez d'un côté un livret A, qui est le placement des grands-parents, disons, qui était très en vogue à l'époque, qui rapporte 0,75 ou 0,5, et de l'autre un taux, un prêt entre particuliers qui va rapporter 7, 8 ou 9%, avec en plus de ça des incitations fiscales en cas de non-remboursement du capital, avec la possibilité d'exonérer de certaines contributions les particuliers qui gagnent par an moins de 15 000 euros d'intérêt, avec en plus de ça des assurances qui vous remboursent en cas de défaillance, on considère que le système réel de l'économie libre, l'économie palpitante en quelque sorte, qui est le cœur de notre pays et de notre tissu économique, eh bien, on considère que cette économie-là tend à se développer de plus en plus, et cette économie-là, c'est l'épargne éthique. Pour la bonne et simple raison que l'éthique, par principe, c'est un choix. Lorsque je décide moi-même d'investir 500 euros, 1000 euros dans une entreprise, c'est moi tout seul en tant que particulier qui décide de confier mon argent parce que je veux soutenir cette action. Ce n'est pas la même chose que quand, en tant que particulier, je mets 500 euros sur un livret A pour financer plus ou moins la dette française qui va augmenter et pour faire en sorte que, par exemple, l'État français s'endette moins sur les marchés internationaux et utilise mon argent pour payer ses bêtises et ses défaillances. Donc on a, avec les nouveaux systèmes d'épargne libre, enfin, d'investissement libre, comme le crowdfunding notamment. C'est le rêve libéral, le crowdfunding finalement. C'est pas forcément le rêve libéral. Je pense qu'il ne faut pas enfermer ça dans une idéologie. Je pense que le crowdfunding, c'est le rêve de toutes les personnes qui veulent une économie transparente. D'accord, oui. Ça va encore plus loin. Parce que si vous expliquez aux gens que le crowdfunding c'est l'économie libérale, les gens vont dire ah vous savez non, le libéralisme, le marché, les méchants capitalistes, et ils vont mettre ça de côté. Mais quand on leur dit regardez concrètement, le crowdfunding c'est très simple, c'est la mise en relation directe d'un porteur de projet, un chef d'entreprise, et d'une communauté de prêteurs. Les sites sont très simples, ils vous présentent les budgets des sociétés, si les sites sont sérieux, les budgets des sociétés, les chiffres et les données comptables et les perspectives. Vous choisissez en conscience. Et le projet, bien sûr, qu'il entend financer. Vous avez un lien direct avec l'entreprise. On peut même appeler, décrocher son téléphone et appeler l'entrepreneur pour lui dire que l'on souhaite investir dans son entreprise et lui demander de nous convaincre. C'est un rapport qu'on n'aura nulle part ailleurs. C'est à la fois une économie collaborative, parce qu'on échange directement avec la personne, mais c'est aussi une économie d'avenir, parce qu'elle finance le seul secteur réellement productif de l'épargne, ce sont les entreprises. Ouais. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses qui nous ont éclairé donc, sur nos questionnements. Et à bientôt, chers internautes, pour de nouvelles interviews.